le moine fou de Russie, l'ascension sinistre de Raspoutine. Un paysan crasseux, aux yeux flamboyants. Grigori. Raspoutine transforma sa répugnance physique en un pouvoir magnétique manipulant la Russie impériale jusqu'à sa chute. De son refus de se laver à son emprise sur la tsarine Alexandra, en passant par ses orgies mystiques et son assassinat presque surnaturel, cette saga explore les facettes les plus étranges et terrifiantes de sa vie. Une plongée dans l'histoire d'un homme qui, par sa crasse et son charisme, précipita la fin des Romanov. La crasse sacrée, les origines répugnantes de Raspoutine. Un paysan si crasseux qu'il faisait fuir les nobles mais si magnétique qu'il séduisit un empire. Voici l'histoire terrifiante de Raspoutine. Cliquez sur « J'aime, abonnez-vous » et laissez un commentaire pour partager vos pensées et propager ce récit glaçant. Dans la Russie rurale de la fin du 19e siècle, Grigori Raspoutine naquit en 1869 dans un village reculé de Sibérie, Pokrovskoye. Fils de paysan, il grandit dans la misère, entouré de superstitions et de ferveur religieuse. Selon Douglas Smith, dans Raspoutine, Faith, Power and the Twilight of the Romanovs. Raspoutine était un homme illettré, mais doté d'un charisme brut, avec des yeux perçants qui semblaient lire les âmes. Dès son jeune âge, il se distinguait par son refus de se laver, croyant que la crasse était une marque de sainteté. Cette conviction, tirée d'une interprétation tordue du christianisme, devint sa signature. Plus il était sale, plus il se considérait proche de Dieu. Imaginez être un villageois, voyant cet homme aux cheveux gras et aux ongles noirs, prêcher avec une ferveur hypnotique, son odeur repoussante, emplissant l'air. Vers 1903, Raspoutine arriva à Saint-Pétersbourg, une ville de luxe et de raffinement. Les aristocrates, habitués aux parfums et aux manières polissées, furent choqués par cet homme qui puait comme un animal. Selon les témoignages rapportés par Edvard Radzinski dans The Rasputin File, son odeur était un mélange de sueur de vin rance et de terre, ses vêtements tachés par des mois sans lavage. Pourtant, cette répugnance était délibérée. Raspoutine utilisait sa sainte crasse comme une arme psychologique captant l'attention par le dégoût. Les psychologues modernes pourraient analyser ce comportement comme une forme de manipulation narcissique où il exploitait la fascination pour l'incongru. Les nobles fascinés ou horrifiés ne pouvaient l'ignorer. Imaginez entrer dans un salon élégant où un homme crasseux attire tous les regards, son assurance défiant toute convenance. Raspoutine ne se contentait pas de choquer, il séduisait. Ses yeux décrits par les contemporains comme « brûlants » avaient un effet hypnotique surtout sur les femmes. Selon Smith, il utilisait un mélange de mysticisme et de sexualité, prêchant que le péché était un chemin vers la rédemption. Cette doctrine, inspirée de la secte des Khlisti, attirait les femmes de l'aristocratie frustrée par les codes rigides de leur société. Raspoutine leur offrait une liberté spirituelle, les convainquant que leur désir était divin. Une anecdote raconte une comtesse fascinée, offrant ses bijoux pour une bénédiction privée. Les psychologues pourraient voir ici une manipulation par la validation émotionnelle, exploitant les vulnérabilités d'une élite en quête de sens. Imaginez être une noble captivée par cet homme repoussant qui semble voir votre âme. Cette ascension rapide dans la société russe n'était que le début. Raspoutine, un paysan illettré, allait bientôt pénétrer le cercle impérial, où son influence deviendrait aussi puissante que destructrice. Si cette entrée en scène semble déjà choquante, ce qui suit est encore plus stupéfiant. La prochaine partie explorera comment Raspoutine
utilisa son charisme pour séduire la tsarine Alexandra et prendre le contrôle du destin de la Russie. Mais ce n'est pas tout. L'histoire devient encore plus terrifiante. Le charme diabolique, Raspoutine et la séduction des âmes. Si l'arrivée de Raspoutine à Saint-Pétersbourg, en 1903, choqua l'aristocratie par sa crasse et son audace, son pouvoir de séduction transforma ce paysan répugnant en une figure magnétique, capable de captiver les âmes les plus influentes de Russie. Avec ses yeux perçants et sa voix envoûtante, il séduisit des femmes nobles leur promettant une rédemption divine à travers des actes scandaleux. Cette partie explore comment Raspoutine utilisa son charisme mêlant mysticisme et manipulation psychologique pour s'élever dans la société russe, posant les bases de son emprise sur la famille impériale. Dans une Russie au bord du chaos, son talent pour exploiter les désirs et les peurs fit de lui une force aussi irrésistible que terrifiante. Si vous pensiez que sa crasse était choquante, attendez de découvrir comment Raspoutine transforma le péché en prière. En 1903, Saint-Pétersbourg était une ville de contraste où l'opulence des palais côtoyait la misère des rues. Grigori Raspoutine, alors âgé de 34 ans, entra dans cette société avec une confiance déconcertante. Selon Douglas Smith dans Raspoutine, Faith, Power and the Twilight of the Romanovs, il se présenta comme un starets, un homme saint doté de visions divines, malgré son enlettrisme et son apparence négligée. Ses yeux décrits comme flamboyants par les témoins semblaient pénétrer l'âme, et sa voix grave, teintée d'un accent paysan, donnait à ses paroles une authenticité brute. Les aristocrates, habitués aux courtisans raffinés, étaient désarmés face à cet homme qui puait la sueur et parlait de Dieu avec une ferveur hypnotique. Imaginez être une comtesse, habituée aux parfums délicats, soudain confrontée à cet homme crasseux dont le regard vous cloue sur place. Raspoutine ne se contentait pas d'attirer l'attention. Il manipulait les émotions. Selon Edvard Radzinski dans The Rasputin File, il prêchait une doctrine inspirée des Khlisti, une secte mystique qui croyait que le péché suivi d'un repentir intense rapprochait de Dieu. Cette idée scandaleuse pour l'Église orthodoxe séduisait les femmes de l'aristocratie, étouffées par les codes sociaux rigides. Raspoutine leur offrait une liberté spirituelle. En péchant avec lui, elles accédaient à une sainteté supérieure. Il utilisait des métaphores religieuses, murmurant que, pour connaître Dieu, il faut abandonner la honte terrestre. Les psychologues modernes pourraient analyser ce comportement comme une manipulation par la validation émotionnelle, exploitant le désir de transcendance dans une société répressive. Imaginez être une noble, écoutant cet homme vous dire que vos désirs interdits sont un chemin vers le divin, votre cœur battant entre culpabilité et fascination. Les récits de l'époque, comme ceux rapportés par Smith, décrivent des scènes où des femmes de haut rang mariées à des généraux ou des princes se pressaient pour recevoir la bénédiction de Raspoutine. Une anecdote raconte une princesse offrant une fortune pour une audience privée où Raspoutine, avec un mélange de prière et de séduction, la convainquait que leur union était un acte sacré. Ces rencontres, souvent décrites comme des orgies déguisées en rituels, se déroulaient dans des appartements discrets ou des demeures de campagne. Les femmes hypnotisées par son charisme voyaient en lui un prophète capable d'absoudre leurs péchés. Les psychologues pourraient voir ici un mélange de narcissisme et de manipulation, où Raspoutine exploitait la vulnérabilité émotionnelle pour asseoir son pouvoir. Imaginez être une servante, observant en secret une noble s'agenouiller devant cet homme crasseux
croyant qu'il détient les clés du paradis. Cette séduction n'était pas seulement sexuelle, elle était profondément psychologique. Raspoutine comprenait que dans une société obsédée par les apparences, son authenticité brute, même répugnante, était une force. Selon Radzinski, il ne jouait pas un rôle, il croyait sincèrement en sa mission divine, ce qui rendait ses manipulations d'autant plus convaincantes. Les femmes en quête d'expériences authentiques dans un monde artificiel étaient captivées par cet homme qui semblait défier toutes les conventions. Une histoire raconte qu'une duchesse, après une nuit avec Raspoutine, déclara avoir vu Dieu dans ses yeux. Cette fascination choqua l'aristocratie, qui murmurait des scandales, mais n'osait s'opposer à un homme de plus en plus influent. Imaginez être un noble entendant des rumeurs sur votre épouse, et ce moine répugnant impuissant face à son emprise grandissante. Le pouvoir de Raspoutine atteignit son apogée lorsqu'il rencontra la tsarine Alexandra en 1905. Selon Smith, cette rencontre fut orchestrée par des courtisans, impressionnés par ses prétendus pouvoirs de guérison. Alexandra, désespérée par l'hémophilie de son fils Alexis, vit en Raspoutine un sauveur divin. Cette relation plus spirituelle que charnelle marqua le début de son influence sur la famille impériale. Les récits de l'époque décrivent les Raspoutine apaisant les crises d'Alexis par des prières et des gestes mystérieux, un phénomène que les historiens attribuent parfois à l'hypnose ou à l'effet placebo. Pour Alexandra, ces miracles étaient une preuve de sa sainteté. Les psychologues modernes pourraient voir dans cette dépendance un transfert émotionnel, où Alexandra projetait son désespoir maternel sur Raspoutine. Imaginez être un médecin impérial, voyant cet homme crasseux réussir là où vos remèdes échouent, votre incrédulité mêlée de jalousie. Cette emprise sur Alexandra donna à Raspoutine un accès sans précédent à la cour impériale. Il dînait avec les Romanov, jouait avec leurs enfants et commençait à influencer les décisions politiques. Si cette séduction des âmes semble déjà stupéfiante, ce qui suit est encore plus troublant. La prochaine partie explorera comment Raspoutine transforma sa foi tordue en un mouvement religieux scandaleux, orchestrant des rituels qui choquèrent la Russie entière. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus scandaleuse. Les orgies divines, le culte scandaleux de Raspoutine. Si le charisme hypnotique de Raspoutine lui permit de séduire l'aristocratie de Saint-Pétersbourg, sa capacité à transformer la foi en un spectacle de débauche fit de lui une figure à la fois révérée et redoutée. Inspiré par les croyances hérétiques de la secte des Clisty, il orchestra des rituels où le péché devenait une voie vers la sainteté, mêlant mysticisme, orgies et repentance, dans des cérémonies qui choquèrent la Russie. Cette partie explore comment Raspoutine utilisa ces orgies divines pour consolider son pouvoir attirant des disciples fanatiques, tout en scandalisant l'Église et la noblesse. Dans une société déchirée entre piété et décadence, il devint un prophète de l'excès, transformant le désir en prière et la corruption en sacrement. Si vous pensiez que son pouvoir de séduction était troublant, attendez de découvrir comment Raspoutine fit du péché une religion. Vers 1905, Raspoutine, alors dans la trentaine, était déjà une figure controversée à Saint-Pétersbourg. Selon Douglas Smith dans Raspoutine, Faith, Power and the Twilight of the Romanovs, il s'appuyait sur les enseignements des Clisty, une secte mystique qui croyait que le péché suivi d'un repentir fervent rapprochait de Dieu. Raspoutine porta cette idée à un extrême prêchant que l'épuisement par le péché était une forme de purification divine. Ces cérémonies
commençait par des danses frénétiques et des chants conçus pour induire une extase religieuse, mais se transformait rapidement en orgie où les participants nobles et paysans, confondus, s'abandonnaient à leurs désirs. Ces rituels, décrits par Edward Radzinsky dans The Rasputin File, se déroulaient dans des lieux secrets, granges sous-sol ou appartements discrets, à l'abri des regards de l'Église orthodoxe. Imaginez être un disciple dansant, jusqu'à l'épuisement, sous le regard brûlant de Rasputin, croyant que votre abandon est une offrande à Dieu. Le rituel suivait une structure précise, confession collective, où les participants révélaient leurs désirs les plus sombres, puis purification par le péché, où l'adultère et les actes charnels devenaient des actes sacrés, enfin une repentance collective marquée par des pleurs et des prières. Rasputin, en tant que guide spirituel, se positionnait comme le centre de ces cérémonies, affirmant que son corps, marqué par la sainte grâce, contenait une essence divine. Selon Smith, il convainquait ses disciples, surtout les femmes, que l'union avec lui était le summum de l'expérience spirituelle. Les psychologues modernes pourraient analyser cette manipulation comme une exploitation des vulnérabilités émotionnelles, utilisant la culpabilité et le désir de transcendance pour contrôler les esprits. Une anecdote raconte une noble mariée à un général quittant un bal pour rejoindre Rasputin dans une cave convaincue que son péché la rapprochait de Dieu. Imaginez être cette femme déchirée entre la honte et l'extase, sous l'emprise d'un homme qui semble détenir les clés du salut. Ces rituels choquèrent l'aristocratie et l'Église orthodoxe, qui voyait en Rasputin un hérétique dangereux. Selon Radzinsky, les autorités ecclésiastiques enquêtèrent sur ses activités, mais ses disciples fanatiquement loyaux le protégeaient, considérant les persécutions comme une preuve de sa sainteté. Les récits de l'époque décrivent des femmes nobles abandonnant leurs maris pour rejoindre ces cérémonies, attirées par l'idée d'une foi libératrice. Rasputin exploitait le climat spirituel de la Russie, où une quête de mysticisme cohabitait avec une société rigide. Les historiens, comme Mark Steinberg dans The Russian Revolution, notent que cette période était marquée par une fascination pour les figures charismatiques, capables de combler le vide spirituel d'une élite désabusée. Imaginez être un prêtre orthodoxe, entendant des rumeurs sur ses orgies impuissants, face à un homme que la cour impériale protège. Le scandale de ces rituels renforça paradoxalement le pouvoir de Rasputin. Plus il était critiqué, plus ses disciples le voyaient comme un martyr à l'image du Christ, persécuté. Selon Smith, il utilisait ces controverses pour consolider son emprise, se présentant comme un prophète incompris. Les femmes en particulier formaient un réseau de protectrices, offrant argent et influence pour défendre leurs seins. Une autre histoire raconte une comtesse cachant Rasputin dans son domaine pour échapper à une enquête ecclésiastique, convaincue qu'il était un envoyé de Dieu. Les psychologues pourraient voir dans cette loyauté un effet de dissonance cognitive où les disciples justifiaient leurs actes scandaleux pour préserver leur foi en Rasputin. Imaginez être un noble voyant votre épouse défendre cet homme, crasseux, votre colère, étouffée par la peur de son influence grandissante. L'impact de ces rituels dépassa les cercles mystiques pour atteindre la cour impériale. La tsarine Alexandra, déjà sous le charme de Rasputin pour ses prétendus pouvoirs de guérison sur son fils Alexis, tolérait ses excès, voyant en lui un homme de Dieu. Selon Radzinsky, elle ignorait les rumeurs d'orgie, convaincue que Rasputin était victime de calomnie. Cette protection impériale
donna à Raspoutine une immunité presque totale, lui permettant d'étendre son influence au-delà de la spiritualité vers la politique. Si ces rituels scandaleux semblent déjà ahurissants, ce qui suit est encore plus troublant. La prochaine partie explorera comment Raspoutine, un paysan illettré, devint un marionnettiste politique, manipulant la Russie au bord de la guerre et de la révolution. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus renversante, le marionnettiste de l'Empire, Raspoutine, et le pouvoir politique. Si les rituels scandaleux de Raspoutine transformèrent le péché en un spectacle de foi, son emprise sur la tsarine, Alexandra lui ouvrit les portes du pouvoir politique, faisant d'un paysan illettré le marionnettiste de l'Empire russe. À partir de 1915, alors que la Russie s'enfonçait dans la Première Guerre mondiale, Raspoutine devint une force occulte, influençant des décisions qui affectèrent des millions de vies. Cette partie explore comment il manipula la cour impériale, utilisant la foi d'Alexandra pour contrôler les nominations, les stratégies militaires et même la politique nationale, précipitant la Russie vers le chaos. Dans un empire au bord de l'effondrement, Raspoutine, avec sa crasse et son charisme, devint un symbole de corruption et de désastre. Si vous pensiez que ces orgies étaient choquantes, attendez de découvrir comment Raspoutine a tenu un empire dans le creux de sa main. En 1915, la Russie était en guerre, confrontée à des pertes massives face à l'Allemagne et à une instabilité croissante. Le tsar, Nicolas Haute-Toldu, décidé à commander lui-même les troupes, laissa la tsarine Alexandra en charge des affaires internes, une décision fatale, rapportée par Douglas Smith dans Rasputin, Faith, Power and the Twilight of the Romanovs. Alexandra convaincue que Raspoutine était un saint, envoyé par Dieu pour sauver son fils hémophile. Alexis consultait le moine pour chaque décision. Raspoutine alors, âgé d'environ 46 ans, saisit cette opportunité pour devenir un pouvoir de l'ombre. Selon Edvard Radzinsky, dans The Rasputin File, il conseillait Alexandra sur les nominations de ministres, de généraux et même de hauts fonctionnaires, transformant la cour en un théâtre de corruption. Imaginons être un ministre apprenant que votre poste dépend d'un paysan crasseux qui prétend parler aux saints. Raspoutine n'était pas un stratège politique. Ses conseils étaient souvent absurdes, guidés par des visions ou des intuitions mystiques. Selon Smith, il s'opposait à la guerre, non par pacifisme, mais parce qu'il croyait que Dieu avait prédit la défaite de la Russie. Lors d'une réunion, il déclara qu'une offensive était spirituellement défavorable, recommandant une retraite qui coûta des milliers de vies. Les généraux furieux étaient impuissants face à l'influence d'Alexandra, qui considérait ses paroles comme divines. Les psychologues modernes pourraient analyser cette dynamique comme une dépendance pathologique où Alexandra, rongée par l'angoisse pour son fils, projetait sur Raspoutine une autorité quasi divine. Imaginez être un général voyant vos plans stratégiques annulés par un homme qui consulte les étoiles plutôt que les cartes militaires. Le pouvoir de Raspoutine reposait sur un système de faveurs et de corruption. Selon Radzinsky, il tenait un carnet où il notait les noms de ceux qui lui offraient des pots de vin pour obtenir des postes ou des faveurs. Ministres, évêques et même courtisans payaient pour son approbation qu'il transmettait à Alexandra. Une anecdote raconte un noble offrant une fortune pour devenir gouverneur seulement pour être remplacé par un ami de beuverie de Raspoutine. Ce népotisme éhonté affaiblit le gouvernement, remplaçant des fonctionnaires compétents par des incompétents loyaux aux moines. Les historiens comme Mark Steinberg dans The Russian Revolution notent que cette corruption mina la confiance du peuple et de l'élite envers les Romanov
alimentant les tensions révolutionnaires. Imaginez être un fonctionnaire voyant votre carrière ruinée par un homme qui interrompt les réunions avec des chansons paillardes. L'influence de Raspoutine sur Alexandra était absolue. Selon Smith, il exploitait son désespoir maternel en disparaissant parfois pendant des jours, prétendant prier dans la nature pour la santé d'Alexis. Ces absences plongeaient Alexandra dans la panique, renforçant sa dépendance. Lorsqu'il revenait, elle le couvrait de cadeaux et d'honneurs, le traitant comme un membre de la famille impériale. Les récits décrivent un Raspoutine dînant au palais, jouant avec les enfants royaux, son odeur repoussante, emplissant les salles ornées d'or. Les courtisans horrifiés n'osaient critiquer openly, craignant la colère d'Alexandra. Les psychologues pourraient voir dans cette relation une forme de manipulation émotionnelle, où Raspoutine utilisait l'angoisse d'Alexandra pour consolider son pouvoir. Imaginez être un serviteur du palais, observant ce moine crasseux s'asseoir à la table du tsar tandis que les nobles murmurent leur indignation. Cette emprise politique fit de Raspoutine une cible. La noblesse et l'Église, scandalisée par son influence, commencèrent à conspirer contre lui. Selon Radzinski, des rapports secrets circulaient accusant Raspoutine de trahison et d'hérésie. Pourtant, Alexandra rejetait ces accusations, convaincue que son homme saint était victime de jalousie. Cette protection rendait Raspoutine intouchable, mais alimentait aussi la haine du peuple qui voyait en lui la cause des malheurs de la Russie. Les historiens notent que son influence, bien que réelle, fut exagérée par la propagande révolutionnaire, faisant de lui un bouc émissaire pour les échecs de l'Empire. Si ce pouvoir occulte semble déjà stupéfiant, ce qui suit est encore plus terrifiant. La prochaine partie explorera l'assassinat légendaire de Raspoutine, un événement qui défia toute logique et renforça sa légende. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus incroyable. L'homme impossible a tué. L'assassinat légendaire de Raspoutine. Si l'emprise de Raspoutine sur la cour impériale fit de lui un marionnettiste redouté, son assassinat en 1916 devint l'un des épisodes les plus extraordinaires et terrifiants de l'histoire russe. Face à un homme dont l'influence menaçait l'Empire, un groupe de nobles orchestra un complot pour l'éliminer. Mais ce qui devait être une exécution rapide se transforma en une lutte contre une résistance quasi surnaturelle. Cette partie explore les détails macabres de cet assassinat, les motivations des conspirateurs et comment la mort de Raspoutine renforça sa légende comme un homme défiant la mort elle-même. Dans une Russie au bord de la Révolution, cet événement devint le point culminant de sa vie scandaleuse, prouvant que même dans la mort, Raspoutine restait insaisissable. Si vous pensiez que son pouvoir politique était choquant, attendez de découvrir comment Raspoutine survécut à l'impossible. En décembre 1916, la Russie était au bord du gouffre. La Première Guerre mondiale décimait l'armée, la famine frappait les campagnes et l'influence de Raspoutine sur la tsarine, Alexandra, alimentait la colère du peuple et de la noblesse. Selon Douglas Smith, dans Raspoutine, Faith, Power and the Twilight of the Romanovs, le moine alors âgé de 47 ans était devenu un symbole de la corruption des Romanov. Les nobles dirigés par le prince Félix Yusupov, un jeune aristocrate charismatique, décidèrent qu'il devait mourir. Yusupov, marié à la nièce du tsar, voyait en Raspoutine une menace pour la dynastie et la nation. Avec ses complices, dont le grand-duc Dimitri Pavlovitch, il élabora un plan d'assassinat qu'il croyait infaillible. Imaginez être Yusupov planifiant dans l'ombre, convaincu que tuer cet homme crasseux sauvera l'Empire. Le 30 décembre 1916, Raspoutine
fut invité au palais Moïka de Yusupov sous prétexte d'une soirée privée. Selon les mémoires de Yusupov, le plan était simple, empoisonner Rasputin avec du cyanure dissimulé dans des gâteaux et du vin, puis disposer de son corps. Les conspirateurs, nerveux mais confiants, avaient en préparé une dose massive suffisante pour tuer plusieurs hommes. Rasputin arriva à minuit méfiant, mais trop arrogant pour refuser l'invitation. Il mangea les gâteaux et but le vin empoisonné sous le regard anxieux de Yusupov, qui jouait de la guitare pour masquer sa tension. Les psychologues modernes pourraient analyser l'arrogance de Rasputin comme un trait narcissique, le rendant aveugle au danger. Imaginez être un conspirateur, observant cet homme crasseux engloutir du poison, attendant qu'il s'effondre, votre cœur battant à tout rompre. Mais Rasputin ne s'effondra pas. Selon Yusupov, après 2 heures, il continuait de chanter et de demander plus de vin, apparemment insensible au cyanure. Les historiens comme Edward Radzinski dans The Rasputin File débattent de cette résistance. Certains suggèrent que le poison était dégradé, d'autres que Rasputin avait développé une tolérance aux toxines grâce à son mode de vie extrême. Paniqué, Yusupov prit un revolver et tira une balle dans la poitrine de Rasputin à bout portant. Le moine s'effondra, semblant mort. Les conspirateurs, soulagés, commencèrent à organiser le transport du corps. Mais 1 heure plus tard, lorsqu'ils revinrent, Rasputin avait disparu. Ils le trouvèrent rampant dans la cour ensanglantée, mais vivant, tentant de s'échapper. Imaginez la terreur de Yusupov, voyant cet homme abattu et empoisonné, se relever comme un spectre. La scène qui suivit fut digne d'un cauchemar. Selon Radzinski, un conspirateur tira 3 autres balles sur Rasputin, le touchant à la tête et au dos. Cette fois, il semblait vraiment mort. Mais lorsque les conspirateurs s'approchèrent, Rasputin ouvrit les yeux et tenta d'étrangler Yusupov, ses doigts griffant l'air. Ils le battirent avec des gourdins jusqu'à ce qu'il s'effondre à nouveau. Désespérés, ils attachèrent son corps et le jetèrent dans la Neva, gelée, à travers un trou dans la glace. L'autopsie rapportée par Smith révéla un détail glaçant. Rasputin avait de l'eau dans les poumons, prouvant qu'il était encore vivant lorsqu'il fut immergé, luttant pour s'échapper sous la glace. Les psychologues pourraient voir dans cette résistance une combinaison d'adrénaline et de volonté, amplifiée par la légende qu'il s'était lui-même forgée. Imaginez être un conspirateur, regardant le corps de Rasputin couler conscient que vous venez de combattre un homme qui semblait défier la mort. Cet assassinat devint immédiatement légendaire. Les rumeurs se répandirent que Rasputin était protégé par des forces surnaturelles, renforçant sa mystique même dans la mort. Selon Smith, les conspirateurs, bien qu'ils aient réussi, furent terrifiés par l'expérience, certains croyant qu'ils avaient affronté une entité diabolique. Le peuple déjà mécontent vit dans cette mort violente une confirmation des excès de la noblesse. L'Église orthodoxe, qui avait toujours dénoncé Rasputin comme hérétique, resta silencieuse, mais ses disciples pleurèrent un saint martyr. L'histoire de cet assassinat, avec ses détails macabres, transforma Rasputin en une figure quasi mythologique, un homme trop tenace pour mourir facilement. Si cette mort spectaculaire semble déjà incroyable, ce qui suit est encore plus troublant. La prochaine partie explorera la prophétie de Rasputin et comment sa mort précipita la chute des Romanov. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus prophétique, la prophétie fatale, la chute des Romanov. Si l'assassinat spectaculaire de Rasputin, en décembre 1916,
prouva qu'il était presque impossible à tuer sa mort, déclencha une série d'événements qui semblèrent confirmer une prophétie terrifiante qu'il avait écrite avant son exécution. Dans une lettre adressée à la tsarine, Alexandra Raspoutine prédit que s'il était tué par des nobles, la dynastie Romanov s'effondrerait dans les 2 ans et la famille impériale périrait violemment. Cette partie explore cette prophétie glaçante, la manière dont la mort de Raspoutine précipita le chaos en Russie et comment sa disparition affaiblit la monarchie, ouvrant la voie à la révolution de 1917. Dans une Russie déchirée par la guerre et la méfiance, l'ombre de Raspoutine continua de planer, transformant un paysan crasseux en une figure légendaire dont les paroles semblaient défier le destin. Si vous pensiez que son assassinat était stupéfiant, attendez de découvrir comment la prophétie de Raspoutine devint réalité. Avant sa mort, Raspoutine, conscient des complots contre lui, rédigea une lettre adressée à Alexandra, rapportée par Douglas Smith dans Rasputin, Faith, Power and the Twilight of the Romanovs. Dans ce document, il écrivait « Si je suis tué par des nobles, la Russie sombrera dans le chaos, et vous, la famille impériale, serez massacrée dans les 2 ans. » Cette prédiction, souvent considérée comme une fanfaronnade par ses contemporains, prit une résonance effrayante après son assassinat. Selon Edvard Radzinsky, dans The Rasputin File Rasputin, bien que peu éduqué, comprenait les tensions sociales et politiques de la Russie. Sa prophétie n'était peut-être pas surnaturelle, mais plutôt le fruit d'une intuition aiguë des forces qui menacèrent l'Empire. Imaginez être Alexandra lisant cette lettre après la mort de votre saint, votre cœur déchiré entre la peur et l'incrédulité. La mort de Raspoutine, loin de stabiliser la Russie, aggrava les tensions. Selon Smith, son assassinat par des nobles dont le prince Félix Youssoupov et le grand-duc Dimitri Pavlovitch fut perçu par le peuple comme une preuve de l'arrogance de l'élite. À une époque où la famine et les pertes de la Première Guerre mondiale attisaient la colère populaire, l'idée que des aristocrates avaient tué un homme du peuple, même un homme aussi controversé que Raspoutine, alimenta la propagande révolutionnaire. Les bolcheviks exploitèrent de cette histoire dépeignant les Romanov comme des marionnettes d'une noblesse corrompue. Les psychologues modernes pourraient analyser ce phénomène comme une radicalisation collective où la mort de Raspoutine devint un catalyseur pour les frustrations accumulées. Imaginez être un paysan entendant que des nobles ont assassiné un homme considéré comme un saint, votre colère contre l'élite s'intensifiant. En février 1917, à peine 2 mois après la mort de Raspoutine, la révolution éclata à Saint-Pétersbourg. Selon Mark Steinberg dans The Russian Revolution, des grèves massives et des émeutes forcèrent le tsar Nicolas II à abdiquer en mars 1917, mettant fin à 3 siècles de règne Romanov. Alexandra, privée de son guide spirituel, sembla incapable de naviguer dans cette crise. Les historiens comme Smith notent que Raspoutine, malgré ses conseils désastreux, avait souvent poussé Alexandra à des compromis politiques qui auraient pu apaiser les tensions. Sans lui, elle devint rigide, refusant de négocier avec les réformateurs. Les psychologues pourraient voir dans cette dépendance une forme de transfert émotionnel, où Alexandra, ayant perdu son sauveur, sombra dans l'indécision. Imaginez être un courtisan, observant la tsarine autrefois confiante, errer dans le palais, murmurant le nom de Raspoutine comme un mantra perdu. La prophétie de Raspoutine atteignit son apogée en juillet 1918, lorsque la famille impériale, Nicolas Alexandra, leurs 5 enfants, dont Alexis, fut exécuté par les bolcheviks dans une cave à Ekaterinbourg. Selon Radzinsky, Alexandra prononça le nom de Raspoutine juste avant sa mort,
comme si elle voyait dans cette tragédie l'accomplissement de sa prédiction. Ce massacre rapporté dans des détails brutaux marqua la fin définitive des Romanov, moins de 2 ans après l'assassinat de Raspoutine, confirmant sa prophétie avec une précision effrayante. Les historiens débattent de l'impact réel de Raspoutine. Certains, comme Steinberg, estiment que la révolution aurait eu lieu sans lui, mais son influence sur Alexandra avait terni la réputation des Romanov, les rendant vulnérables. Imaginez être un révolutionnaire, chargeant votre arme dans cette cave sombre, conscient que l'homme que vous haïssiez a prédit ce moment. L'exactitude de la prophétie renforça la légende de Raspoutine. Pour ses disciples, c'était la preuve de ses pouvoirs divins. Pour ses ennemis, une coïncidence troublante, amplifiée par le chaos de l'époque. Selon Smith, les rumeurs sur son immortalité et sa capacité à prédire l'avenir persistèrent, transformant Raspoutine en une figure quasi mythologique. Les journaux de l'époque, même en Europe, rapportèrent son histoire avec fascination, le dépeignant comme un sorcier ou un démon. Les psychologues modernes pourraient analyser cette fascination comme une projection collective où une société en crise attribue des pouvoirs surnaturels à une figure charismatique pour expliquer l'inexplicable. Imaginez lire un journal en 1918, frémissant devant les récits d'un moine crasseux dont les paroles semblent avoir maudit un empire. La chute des Romanov marqua la fin d'une ère, mais l'histoire de Raspoutine continua de résonner. Sa mort, suivie de la Révolution, fit de lui un symbole des excès et des failles de l'Empire russe. Si cette prophétie semble déjà bouleversante, l'héritage durable de Raspoutine est encore plus fascinant. La prochaine partie explorera comment son image entre saint et démon influença la culture populaire et la perception de la Russie révolutionnaire. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus envoûtante. L'ombre éternelle, l'héritage de Raspoutine dans l'histoire et la culture. Si la prophétie de Raspoutine et la chute des Romanov scellèrent sa légende comme une figure à la fois sainte et démoniaque, son héritage transcenda la Russie révolutionnaire pour devenir un symbole universel de manipulation, de charisme et de chaos. De la fin de l'Empire russe à l'imaginaire moderne, Raspoutine devint une icône de la décadence, un homme dont la crasse et la mystique continuent de fasciner. Cette dernière partie explore comment son histoire influença la perception de la Russie, inspira l'art, la littérature et le cinéma, et reste une mise en garde contre les dangers du pouvoir charismatique. Dans un monde où l'authenticité même tordue peut renverser des empires, Raspoutine demeure une énigme terrifiante, un spectre dont l'ombre plane encore sur l'histoire. Si vous pensiez que sa prophétie était stupéfiante, attendez de découvrir comment Raspoutine hante encore notre imaginaire. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager ce qui vous a le plus choqué dans cette saga. Après la mort de Raspoutine en 1916 et l'exécution des Romanov en 1918, la Russie plongea dans la tourmente de la guerre civile et de la révolution bolchevique. Selon Douglas Smith, dans Raspoutine, Faith, Power and the Twilight of the Romanovs, l'histoire de Raspoutine devint un outil de propagande utilisé par les bolcheviks pour discréditer la monarchie. Ils le dépeignirent comme un symbole de la corruption impériale, un moine dépravé qui avait manipulé une tsarine naïve et précipité la chute de l'Empire. Cette image, bien que simpliste, trouva un écho dans une population épuisée par la guerre et la famine. Les récits de ses orgies, de son influence politique et de son assassinat spectaculaire furent amplifiés, transformant Raspoutine en une figure quasi mythologique. Imaginez
être un ouvrier en 1919, lisant des pamphlets bolcheviques, décrivant un moine crasseux qui a ensorcelé le tsar votre colère contre l'ancien régime renforcé par ses récits. Les chroniqueurs de l'époque, comme Edvard Radzinski dans The Rasputin File, contribuèrent à immortaliser cette légende. Leurs récits, souvent sensationnalistes, exagéraient les détails de sa vie. Ses orgies, son apparente invincibilité, sa prophétie, pour captiver un public avide de scandales. Ses écrits, bien que biaisés, reflétaient une vérité raspoutine, incarnaient les tensions d'une Russie déchirée entre tradition et modernité, foi et corruption. Les historiens modernes comme Mark Steinberg dans The Russian Revolution notent que son image fut utilisée pour expliquer l'effondrement d'un empire qui semblait invincible. Les psychologues pourraient analyser cette fascination comme une projection collective où une société en crise attribue à une figure unique la responsabilité de ses malheurs. Imaginez être un journaliste de l'époque consignant l'histoire de Raspoutine, conscient que chaque détail ajoute à sa légende noire. L'influence de Raspoutine s'étendit bien au-delà de la Russie. En Europe, son histoire captiva les imaginations, notamment à travers des récits de voyageurs et d'exilés russes. Au début du XXe siècle, les journaux occidentaux dépeignaient Raspoutine comme un sorcier ou un démon, un homme dont le charisme avait détruit un empire. Cette fascination inspira des œuvres littéraires, comme le roman Quo Vadis Domine de Henryk Sienkiewicz, qui, bien que centré sur Néron, reflétait un intérêt pour les figures tyranniques et charismatiques. Plus tard, des écrivains comme Aldous Huxley firent référence à Raspoutine comme un exemple de manipulation psychologique. Les psychologues modernes pourraient voir dans cette fascination une exploration de l'archétype du trickster, une figure qui défie les normes pour révéler les failles d'une société. Imaginez lire un journal parisien en 1920, frémissant devant les récits d'un moine russe qui semblait défier la mort elle-même. Au XXe siècle, Raspoutine devint une figure récurrente dans la culture populaire. Des films comme Rasputin and the Empress, 1932, et des séries comme The Fall of Eagles, 1974, le dépeignirent comme un manipulateur diabolique, souvent exagérant son rôle pour dramatiser l'histoire. Ces représentations, bien que romancées, capturèrent l'essence de son pouvoir, un mélange de mysticisme, de sexualité et de corruption. Selon Smith, ses œuvres contribuèrent à faire de Raspoutine un symbole universel du charisme destructeur, comparable à des figures comme Charles Manson ou Jim Jones. Dans la musique, la chanson Rasputin de Boney M, 1968, transforma son histoire en un hymne disco mêlant humour et horreur pour raconter sa vie scandaleuse. Imaginez danser dans une discothèque des années 70, chantant sur un moine qui ne mourrait jamais, fasciné par une histoire que vous ne compreniez qu'à moitié. Sur le plan académique, l'histoire de Raspoutine offre une fenêtre sur les dynamiques du pouvoir. Les historiens comme Orlando Figes dans A People's Tragedy soulignent que son influence, bien que réelle, fut amplifiée par la propagande pour justifier la révolution. Sa capacité à manipuler Alexandra révèle les failles d'un système monarchique dépendant de figures charismatiques. Les psychologues modernes pourraient analyser son comportement comme un cas de narcissisme pathologique où sa croyance en sa mission divine le rendait à la fois convaincant et destructeur. Son refus de se laver, par exemple, était moins une excentricité qu'une stratégie pour se démarquer un acte de rébellion contre les normes de l'élite. Imaginez Tess être un historien aujourd'hui, étudiant les lettres de Raspoutine, réalisant que sa crasse était une arme aussi puissante que ses paroles.
Aujourd'hui, Raspoutine reste une figure qui intrigue et repousse. Les touristes visitant Saint-Pétersbourg entendent son nom dans des récits, sur le palais d'hiver ou la Neva, où son corps fut jeté. Son histoire est une mise en garde contre les dangers du charisme incontrôlé, où un homme, par sa simple présence, peut précipiter la chute d'un empire. Pour les amateurs d'histoire, Raspoutine incarne l'intersection entre foi, pouvoir et chaos, une énigme qui continue de hanter. Si cette saga vous a secoué, cliquez sur « J'aime partager » et laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus choqué. Abonnez-vous pour plonger dans d'autres récits historiques aussi troublants.